En juin 2025, la Guinée-Conakry est à cran. Nous donnons 24 heures à Doumbouya de libérer le pouvoir. C'est un militaire corrompu, dictateur. Nous sommes contre la modification de la Constitution. Nous sommes contre le pouvoir à vie. Nous sommes... Dans les rues de Conakry, Labé et Cancan, des milliers de Guinéens crient leur colère. Mamadi Doumbouya doit partir. Pour l'honneur de Doumbouya, il faudrait qu'il respecte son engagement, qu'il arrive à mettre fin à cette situation et qu'il dise clairement que je ne serai pas candidat, je vais arbitrer, je vais voir comme il l'avait promis, sinon il aurait répété les erreurs qu'il appelle les erreurs du passé. 3 ans après son coup d'État contre Alpha Condé, le colonel, qui promettait une transition rapide, repousse sans cesse les élections. Mais derrière cette grogne, Doumbouya mène des réformes audacieuses. Annulation de permis miniers étrangers, reprise des richesses nationales, vision d'une Guinée souveraine. Dictateur corrompu ou leader visionnaire? Dans cette vidéo, on décrypte les tensions, les espoirs et les contradictions d'une nation à un carrefour. Chapitre 1. Une transition qui s'éternise. La colère du peuple. Le 2 juin 2025, Conakry s'embrase. Des milliers de manifestants, drapeaux en main, bloquent les routes, ferment les marchés et scandent « Doumbouya, 24 heures pour partir ». La coalition FNDC, syndicats, partis d'opposition et citoyens exige la fin de la junte militaire. En septembre 2021, Doumbouya promettait une transition courte et des élections libres, jurant ne pas se présenter. Mais 3 ans plus tard, les urnes restent absentes, les dates sont repoussées sans explication claire. C'est un dictateur corrompu accuse un jeune à Coloma, où des barricades défient les gaz lacrymogènes. Une personne est tuée dans les affrontements, la presse est muselée et l'opposition bâillonnée. Le peuple, épuisé, voit la pauvreté s'aggraver, les prix flamber et les jeunes fuir. Nous sommes contre le pouvoir à vie, contre la mauvaise gouvernance. Clame une manifestante à Nzérékoré. Analyse. Cette grogne reflète une crise de légitimité. Selon RFI, les reports d'élections justifiés par des contraintes techniques alimentent la méfiance. Le FNDC, qui avait soutenu le coup, se retourne contre Doumbouya, signe d'un divorce avec la société civile. Les données de la Banque mondiale montrent une inflation de 10% en 2024, aggravant la pauvreté 55% de la population sous le seuil. La répression violente, rapportée par Amnesty International, rappelle les dérives d'Alpha Condé. Cependant, l'absence d'un calendrier électoral précis pourrait être stratégique. Doumbouya cherche-t-il à consolider ses réformes avant de céder le pouvoir, ou vise-t-il un règne prolongé? Cette incertitude attise les flammes. Il faudrait qu'il respecte son engagement, qu'il arrive à mettre fin à cette situation et qu'il dise clairement que je ne serai pas candidat. Chapitre 2. Une économie en souffrance, les jeunes à bout. Dans les quartiers de Conakry, la frustration est palpable. Les marchés sont déserts, les écoles fermées, et les jeunes, majoritaires 60%, ont moins de 25 ans, n'ont ni emploi ni perspective. Les prix explosent, déplore un commerçant à Labé. Les denrées de base, comme le riz, ont doublé de prix en 2 ans. Beaucoup fuient vers l'Europe ou prennent les rues, risquant leur vie face aux forces de l'ordre. Les manifestations interdites dégénèrent, jets de pierre contre gaz lacrymogène, un chaos digne d'un champ de bataille. Pour beaucoup, Doumbouya a trahi sa promesse d'un avenir meilleur, laissant un peuple étouffé par la pauvreté face à une junte sourde. Analyse. Cette section met en lumière les défis sociaux, économiques. Selon l'UNDP, le chômage des jeunes atteint 25% et l'exode rural vers Conakry aggrave la pression urbaine. Les hausses de prix, liées à la dépendance aux importations et à l'instabilité régionale, sapent la popularité de Doumbouya. La répression des manifestations, condamnée par Human Rights Watch, contraste avec son discours initial de libérateur. Cependant, la crise économique n'est pas entièrement de son fait, les sanctions de la CEDEAO post-coup et la pandémie ont fragilisé la Guinée. La question est de savoir si les réformes de Doumbouya, explorées plus loin, peuvent inverser cette tendance, ou si elles arrivent trop tard pour apaiser la rue. Chapitre 3. Une insurrection morale. Le peuple impose sa volonté. À Coloma, Bambeto et Cancan, les Guinéens ne demandent plus, ils exigent. Doumbouya, dégage, lit-on sur les pancartes. Le FNDC, les femmes, les anciens combattants, tous signent un ultimatum. 24 heures pour annoncer une transition civile, ou nous désobéirons massivement. Nous ne voulons pas de dictateur militaire, clame un leader syndical. Les casernes sont en alerte, mais la peur a changé de camp. Pour la première fois, le peuple parle d'une seule voix, unie contre un pouvoir perçu comme corrompu et illégitime. L'histoire est en marche, déclare un manifestant alors que la Guinée frôle un soulèvement total. Analyse.
Cette unité populaire relayée par Al Jazeera est inédite depuis la chute de Condé. Le concept d'insurrection morale évoque une rupture psychologique. Les Guinéens refusent de se soumettre, inspirés par des figures comme Sankara. Le FNDC, fort de son rôle en 2020, canalise cette énergie, mais sa radicalisation risque d'enflammer le pays, comme au Mali en 2020. Doumbouya, en retardant les élections, sous-estime cette vague. Cependant, son image de libérateur en 2020 persiste chez certains, ce qui divise l'opposition. La menace de désobéissance massive pourrait forcer sa main, mais une réponse répressive aggraverait la crise. Chapitre 4. Une révolution minière, reprendre le contrôle des richesses. En silence, Doumbouya frappe un grand coup. 46 permis miniers annulés, sans indemnisation. Bauxite, fer, diamants, des trésors bloqués par des entreprises étrangères, souvent inactives, sont repris. La Guinée ne s'offre plus, déclare le gouvernement. Pendant des décennies, des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux ont monopolisé les ressources sans rien produire. Doumbouya agit selon la loi, retirant ses contrats fantômes pour libérer l'avenir. Inspiré par le Mali et le Burkina Faso, il rejette le modèle colonial. Plus d'exportation brute, place à la transformation locale. Nous construirons des usines, des raffineries, des écoles, promet-il, défiant les géants miniers occidentaux. Analyse. Cette décision, rapportée par Reuters, marque un tournant souverainiste. La Guinée, premier exportateur mondial de bauxite, voyait 80% des bénéfices miniers échapper au pays, selon Oxfam. L'annulation des permis, légale mais risquée, s'inscrit dans une vague régionale, Niger, Mali, contre le néocolonialisme. Toutefois, le manque d'infrastructures et d'expertise locale, noté par le Financial Times, complique la transformation sur place. Les entreprises visées, souvent liées à Paris ou Londres, pourraient riposter via des tribunaux internationaux, comme au Zimbabwe. Cette réforme galvanise les panafricanistes, mais sans résultat rapide, elle pourrait alimenter le mécontentement. Chapitre 5. Une vision industrielle, transformer la Guinée. Doumbouya ne s'arrête pas aux annulations. Il dévoile un plan ambitieux. Transformer la bauxite en alumine, puis en aluminium, sur place. Fini de vendre nos graines pour acheter du pain cher, lance-t-il. Des usines, des fonderies, des chemins de fer et des centres de formation sont prévus. Les nouvelles règles sont claires. Tout investisseur doit s'engager à produire localement, sous peine de perdre son permis. En échange, des avantages fiscaux récompensent les partenaires sérieux. Ce modèle pourrait multiplier les revenus par 10, créer des emplois et stabiliser l'économie. La Guinée ne sera plus un magasin réservé, mais une usine qui profite à son peuple, proclame le ministère des Mines. Analyse. Cette vision rompt avec le cercle vicieux de l'extraction, comme le décrit l'économiste Dambisa Moyo. Transformer la bauxite en alumine pourrait faire passer sa valeur de 30 à 300 $ la tonne, selon Bloomberg. Les projets d'infrastructure, s'ils se concrétisent, répondraient aux critiques sur l'emploi et la pauvreté. Cependant, la Guinée manque d'électricité. Seul 20% du pays est couvert et un manque de main-d'œuvre qualifiée. Le modèle, inspiré du Botswana, exige une exécution rigoureuse, sous peine de rester un rêve. Si Doumbouya réussit, il pourrait apaiser la rue. Sinon, ses promesses renforceront l'accusation de populisme. Chapitre 6. Les pressions extérieures. Les réformes de Doumbouya dérangent. Les géants miniers soutenus par l'Occident préparent des plaintes devant des tribunaux internationaux réclamant des milliards. Le FMI et la Banque mondiale pourraient geler leurs prêts, une tactique vue au Mali. Des médias du Nord qualifient Doumbouya de nationaliste dangereux, semant le doute auprès des investisseurs. C'est une guerre silencieuse, dénonce un ministre guinéen. Historiquement, Sankara et Traoré ont subi des pressions similaires pour avoir défié l'ordre néocolonial. Doumbouya sait qu'il marche sur un fil, un faux pas, et la Guinée risque l'isolement économique ou un coup d'État orchestré de l'extérieur. Analyse. Cette guerre économique, décrite par The Guardian, vise à discipliner les mauvais élèves. Les tribunaux d'arbitrage, comme ICSID, ont déjà sanctionné des pays africains. Tanzanie, 2019. La dépendance aux prêts étrangers, 40% du budget guinéen, per World Bank, expose Conakry à des représailles. Les attaques médiatiques, relayées par Le Monde, rappellent la diabolisation de leaders comme Lumumba. Doumbouya doit diversifier ses partenaires, Chine, Turquie, et mobiliser le peuple pour résister. Ces pressions expliquent son hésitation à organiser des élections, craignant une déstabilisation externe. Chapitre 7. Doumbouya président, une chance ou un piège? Face à la colère populaire, une question divise, et si Doumbouya se présentait aux élections, ses réformes minières et sa vision industrielle prouvent un engagement pour la souveraineté. S'il réussit à créer des emplois,
construire des usines et stabiliser l'économie pourrait-il gagner la confiance du peuple? Il a défié les colons. Il pourrait être un bon président, murmure un commerçant à Cancan. Mais sa promesse de ne pas se présenter et les reports d'élections sèment le doute. Une candidature risquerait de confirmer les accusations de dictature, divisant un pays déjà fracturé. Pourtant, sans leader fort, les réformes pourraient s'effondrer sous les pressions externes. La Guinée doit choisir, pardonner à Doumbouya pour un avenir souverain ou exiger un retour immédiat à la démocratie. Analyse. Cette question touche le cœur du dilemme guinéen. Les réformes de Doumbouya, si elles aboutissent, pourraient faire de lui un héros panafricain, comme Traoré au Burkina Faso. Selon Jeune Afrique, 40% des Guinéens soutiennent encore la junte pour sa rhétorique anti-impérialiste. Mais sa gestion autoritaire, dénoncée par Freedom House, aliène une jeunesse impatiente. Une candidature, même légitime, rappellerait les dérives d'Alpha Condé, qui avait modifié la Constitution. Le succès dépendra de résultats concrets avant 2026. Sans usine ni emploi, la rue ne pardonnera pas. Doumbouya doit aussi clarifier ses intentions pour éviter une escalade. En conclusion, la Guinée est à un tournant historique. D'un côté, un peuple excédé, uni contre les promesses brisées de Doumbouya, prêt à se révolter pour la démocratie. De l'autre, un leader militaire qui défie l'Occident, reprend les richesses nationales et rêve d'une Guinée industrielle, mais qui ne semble pas vouloir lâcher le pouvoir comme il l'avait lui-même dit. Les prochains jours seront cruciaux. Si Doumbouya cède, la Guinée pourrait retrouver la paix, mais au prix de ses ambitions souverainistes. S'il persiste, il devra prouver que ses réformes valent le sacrifice. Et vous, qu'en pensez-vous? Doumbouya doit-il partir ou se présenter?